répondre et nous répondrons à vos questions SMS, Internet, réseaux sociaux et Twitter via #DébatNC ce soir à 3 semaines de l'élection du premier tour de l'élection présidentielle. Le débat pose 2 questions de fond. Quels sont les grands dossiers calédoniens qui seront sur le bureau du chef de l'État à l'Élysée, le prochain président de la République? Avenir institutionnel, gel du corps électoral ou dégel du corps électoral, transfert de l'article 27, avenir économique et sécurité et surtout, deuxième question, qu'attendent les Calédoniens du prochain locataire de l'Élysée, et ce dans un contexte particulier de la sortie de l'accord de Nouméa. C'est notre émission de ce soir et vous le voyez à l'image, nous vous le rappelons, 11 candidats officiels se présentent à la présidentielle. Nathalie Erthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. Et ce soir, sur ce plateau, avec nous, 7 représentants de ces candidats en Calédonie sont avec nous. Michel Jorda, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez Benoît Hamon pour le Parti socialiste. À côté de vous, Pascal Pagan, bonsoir. Bonsoir. Vous soutenez Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France. Michel Hanoc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentant de François Asselineau pour l'UPR, bonsoir. Laurent Lermite, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes soutien de Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. Avec nous aussi Gérard Piolet, vous représentez François Fillon pour le Rassemblement des Républicains. À côté de vous, Patrick Louis, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez Emmanuel Macron pour le mouvement En Marche. Et enfin, la seule femme de la soirée, Lina Balméli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du comité de soutien à Marine Le Pen pour le Front National. Je précise que les 4 candidats qui ne sont pas représentés sur ce plateau feront l'objet d'un reportage télévisé dans nos prochaines éditions d'information. Vous le savez, nous sommes ensemble pour 1h15, je vous l'ai dit, avec vous, messieurs, madame, avec vous aussi, qui nous regardez. Le débat va commencer, mais avant de commencer, de démarrer, voyons ce reportage. Il passe en revue justement quelques-uns des grands dossiers calédoniens qui seront sur le bureau du chef de l'État à l'Élysée. Ils concernent tous la Nouvelle-Calédonie. C'est un récit de Natacha Cognard sur un montage de Romain Manzano. Regardez. Le processus de décolonisation est la colonne vertébrale de l'accord de Nouméa, signé en 1998. 3 pistes sont envisagées, le statu quo, l'accès à la pleine souveraineté en partenariat avec la France et l'autonomie étendue. Pour rappel, le Congrès a jusqu'au mois de mai 2018 pour réunir la majorité des 3/5 de son Assemblée afin de déterminer la date du référendum d'autodétermination. Dans le cas contraire, c'est le gouvernement français qui sera chargé de l'organiser entre mai et novembre de l'année prochaine. En ce qui concerne le scrutin, l'intitulé de la question qui sera posée lors de la consultation de sortie n'est pas encore défini. Lors du 15e comité des signataires, le dernier du quinquennat de François Hollande, le 7 novembre dernier à Paris, des sujets opposaient toujours la classe politique calédonienne. Il y a convergence sur l'idée de conserver l'architecture institutionnelle et des divergences dans les aménagements souhaités. L'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son émancipation par son développement économique et social passent par le transfert des compétences. Depuis 2000, 12 compétences ont été transférées. Le droit du travail et l'enseignement du premier degré sans passer par l'État ni le Congrès. Puis 11 ans plus tard, les affaires maritimes, l'enseignement du second degré, le droit civil et commercial, ainsi que la sécurité civile. Restent encore les transferts inscrits à l'article 27 de la loi organique, la communication audiovisuelle, l'enseignement supérieur, les règles d'administration et le contrôle de légalité des collectivités publiques. Le transfert des compétences régaliennes dépend de la consultation de sortie. Des séances de travail sont prévues mi-avril et fin mai 2017. 2 des 5 compétences régaliennes seront évoquées, la monnaie et la défense. Évidemment, le nouveau président de la République ne pourra pas échapper au secteur minier et aux problématiques des 3 unités métallurgiques calédoniennes. Les conclusions du groupe de travail des présidents et des signataires sur le nickel de février dernier permettent notamment d'établir un programme avec l'Australie, l'Indonésie et les Philippines. Les 3 pays producteurs de nickel de la région pourraient fournir des éléments concernant la réglementation et l'évolution du marché.
La sécurité, cheval de bataille de cette élection présidentielle 2017 et de ses 11 candidats. Une préoccupation majeure des Calédoniens. Depuis 15 ans, la Nouvelle-Calédonie connaît une augmentation régulière de la délinquance. En 2016, 15 198 plaintes ont été déposées pour atteinte aux biens. 2130 mineurs ont été mis en cause. 43% d'entre eux étaient âgés de 13 à 15 ans. Laurent Lermite, bonsoir. Vous avez été désigné et tiré au sort pour prendre la parole en premier. Votre avis et l'avis de votre candidat Jean-Luc Mélenchon sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie? Donc Jean-Luc Mélenchon et le mouvement de la France insoumise s'est prononcé pour qu'il y ait effectivement la tenue donc du référendum et surtout pour donc le respect des accords de Nouméa dans son entièreté. Je voudrais souligner que je serais vraiment profondément déçu si notre futur président de la République ne respectait pas des engagements qui ont permis de rétablir la paix dans un pays. Ensuite, ce que je voudrais appeler à considérer, c'est le programme qui a été donc développé par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a été vraiment bien étudié pour que les citoyens retrouvent leurs droits en changeant la Constitution et donc en apportant de nouvelles règles au fonctionnement démocratique du pays. Et ça pourrait jouer aussi pour le pays. Donc c'est aller aux consultations référendaires. Lina Balmelli, pour Marine Le Pen, quel est votre avis sur l'avenir institutionnel? Eh bien, Marine Le Pen, bien entendu, va respecter l'accord de Nouméa. Elle va faire en sorte que le référendum se tienne dans de bonnes conditions, de façon sécurisée, de façon à ce que les électeurs ne subissent pas de pression, afin que le résultat soit incontestable et incontesté. Voilà. Michel Jorda. Je suis content que tout le monde veuille respecter l'accord de Nouméa, qui est un peu la chose des socialistes, si j'ose dire. Donc oui, bien entendu, il y a une responsabilité historique. En 2018, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et donc la position de Benoît Hamon, c'est on va au référendum, bien entendu. Il n'est pas question de ne pas y aller. Il est constitutionnalisé. Mais on y va dans une France apaisée, dans une Nouvelle-Calédonie apaisée, en garantissant la sécurité et le résultat, et surtout sans influencer le choix des Calédoniens. Il n'y aurait rien de pire que la métropole qui aille dicter, comme certains candidats, malheureusement, leur choix en Calédonie en disant « moi je suis plutôt pour telle solution ou pour telle autre ». C'est aux Calédoniens de choisir. Le programme de Benoît Hamon parle d'ouvrir un nouveau cycle de relations, lesquelles? Alors, il y aurait un cycle de relations qui peut se voir avec les pays du Pacifique, mais qui peut se voir avec la France elle-même. L'idée étant de dire que veulent les Calédoniens dans la suite de ce référendum. Parce que la difficulté du référendum, tout le monde en est bien conscient, c'est le jour d'après. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, il y a un consensus sur le fait que les provinces, les communes resteront telles quelles. Néanmoins, quel rapport on veut avec la France? Gérard Piolet pour François Fillon et Rassemblement Les Républicains en Calédonie. Nous, ce que nous espérons, c'est le retour d'un État fort pour accompagner la Nouvelle-Calédonie vers une sortie apaisée de l'accord de Nouméa dans la France. François Fillon l'a dit encore hier soir, lors de son projet politique pour les Outre-mer, il veut donner la parole aux Calédoniens en organisant des États généraux sur l'avenir dès son élection. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu des États généraux? Ce sera, durant les 6 mois après son élection, ce sera des ateliers thématiques animés par des Calédoniens qui se réuniront dans chaque commune en invitant les Calédoniens à s'exprimer sur leur point de vue. Mais quel statut voulez-vous aux Républicains pour la Nouvelle-Calédonie? Nous, ce que nous disons, oui, nous allons aller au référendum, mais comme le disait si bien M. Jorda, quid du lendemain du référendum? Donc nous, ce que nous demandons, c'est oui, mais pour y aller en proposant, encore une fois, un avenir institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie et apaisé dans la France. Monsieur Patrick Louis. Donc pour Emmanuel Macron, la chose est claire. Emmanuel Macron veut aller jusqu'au référendum, respecter les accords de Nouméa, ne pas perdre de temps. Il va falloir être efficace, il va falloir mettre les choses en place très rapidement. Il ne nous reste qu'un an, donc le calendrier est assez serré. Il faudra profiter de cette année pour mettre tous les acteurs autour de la table, préparer cet accord pour qu'effectivement on retrouve une Calédonie un peu plus apaisée, préparer le futur, mais il ne faut pas perdre de temps dans des nouvelles réunions. L'objectif est le référendum et tous les gens autour de la table pour le préparer. L'idée d'un nouvel accord n'est pas celle de M. Macron? Pas du tout, pas du tout. On respecte l'accord de Nouméa.
Votre avis, Monsieur Hanoc? Bien, Monsieur Asselineau est un candidat légaliste et à ce titre, tout ce qui a été signé sera respecté. Et en particulier, donc, le titre 9 de la loi organique qui organise la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Monsieur Asselineau se conformera bien évidemment au résultat du scrutin, même s'il souhaite personnellement que la Calédonie reste associée à la République. Monsieur Pagan? Je pense qu'il y a un consensus autour du respect de l'accord de Nouméa. Donc en gros, Monsieur Dupont-Aignan, c'est la même chose. Il ira jusqu'au bout et jusqu'au référendum. Et bon, par contre, je ne suis pas très d'accord avec mon voisin. En effet, je pense que le rôle du président, c'est quand même d'annoncer une de ses préférences. Moi, je pense que le mieux, c'est quand même que la Calédonie reste au sein de la France, avec une autonomie élargie comme là, et comme actuellement, et conserver, comme le disaient mes voisins, une Calédonie apaisée. Alors parlons à présent du corps électoral. Vous le savez, en Calédonie, il existe plusieurs corps électoraux, trois corps électoraux, 2 corps spéciaux et un général. Le débat porte aujourd'hui sur faut-il rester en l'état, faut-il geler encore le corps électoral ou faut-il dégeler le corps électoral? Quelle est votre position, Andina Balmeli? Alors nous, c'est clair, nous voulons dégeler le corps électoral puisque nous avons été donc mis devant le fait accompli ou presque quand M. Fillon a voté pour ce gel du corps électoral. Donc aujourd'hui, nous avons des milliers de sous-citoyens en Nouvelle-Calédonie, donc qui ne votent plus. Mais non seulement ils ne votent plus, mais en plus ils n'ont plus le droit de travailler puisque l'emploi local a été étendu à la fonction publique et maintenant dans le privé. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas possible pour Marine Le Pen qui veut évidemment une Nouvelle-Calédonie française et non pas dans la France. Et toute la nuance est là, c'est-à-dire qu'un citoyen français dans un territoire français doit retrouver tous ses droits. C'est votre avis, Monsieur Louis? Non, en ce qui concerne le gel électoral, comme je vous l'ai dit, le mouvement En Marche et Emmanuel Macron vont respecter les accords de Nouméa et jusqu'à la fin du processus, on ne changera rien en ce qui concerne le corps électoral. En revanche, après ces accords et après ce référendum, il faudra revoir les choses et réorganiser ce corps électoral. Pardon. Monsieur Jordan? Oui, je crois qu'on est un peu sur la plaisanterie dans cette histoire de corps électoral. Ça a été jugé de façon internationale qu'après le référendum, le corps électoral gelé ne pourrait pas continuer. Donc ce n'est pas la peine de faire peur aux électeurs. Déjà, il faut leur dire que, à cette élection-là, ils peuvent tous voter, absolument tous. On parle là de l'élection du président de la République. Tous les Français présents en Nouvelle-Calédonie peuvent voter. C'est pas clair dans leur tête parce qu'à force de leur parler de gel, ils commencent à se perdre. Deuxièmement, la position est très simple. À l'issue du référendum, nous serons obligés de modifier ce corps électoral qui ne pourra plus être gelé, qui sera très probablement progressif. Alors, pour nous, il n'est pas possible que d'un seul coup, tous les Français votent en Nouvelle-Calédonie pour les élections locales parce que ça posera des problèmes, mais bien entendu qu'un corps électoral glissant est une solution. Gérard Piolet vous répond. Oui, tout à fait. La citoyenneté calédonienne aujourd'hui prive actuellement 24 000 électeurs, je le rappelle. C'est 24 000 personnes qui n'ont pas le droit de voter aux élections provinciales. Donc nous, clairement, ce corps électoral, pour nous, ne pourra rester gelé. Monsieur Lermite? Eh bien, nous, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même en 2007 qui a défendu le gel du corps électoral à l'Assemblée. Et donc, nous sommes favorables à ce que ça continue. Par contre, le point que je voudrais rajouter, c'est qu'on parle beaucoup, et c'est normal, c'est important, de cette fameuse indépendance et de cette façon d'y arriver. Néanmoins, je pense que ça fait 30 ans qu'on va donc dans une mauvaise direction avec le fonctionnement de cette oligarchie et de ces systèmes qui captent énormément la richesse. Et je pense que ce que je voulais dire, c'est que la 6e République qui est proposée par la France insoumise peut remettre en question tout cela en redonnant plus de poids aux électeurs et aux citoyens. Monsieur Asselineau, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Hanoc, Monsieur candidat il dit que le gel du corps électoral contrevient en effet au principe républicain fondamental qui est celui de l'égalité des citoyens devant la loi. Donc, s'il est élu président de la République, il interviendra après les résultats
de la consultation pour que ce soit dégelé. Et ce d'autant plus, et là je rejoins ce qu'a dit M. Jourdain, la Cour européenne des droits de l'homme stipule qu'à la fin du processus d'autodétermination, le gel du corps électoral sera condamnable et que la France devra le lever sous peine de sanctions. Monsieur Jourdain réagit ? Oui, moi c'est clair. Il est évident que tout le monde se bat sur ce corps électoral. Pour moi, c'est un non-sujet. À l'issue de l'accord de Nouméa, le gel ne tiendra plus. Il faudra fatalement faire. Que dit M. Dupont-Aignan là-dessus ? Là, on est tous d'accord. Ça a été voté, ça a été gelé, malheureusement. Ça a été gelé. On attendra le résultat des référendums pour... Alors, dans l'avenir institutionnel, on ne peut pas ne pas parler non plus des transferts de compétences. Beaucoup ont été faits, on a entendu dans le reportage qui vient d'être diffusé. Il reste un transfert qui est optionnel, il faut le reconnaître, c'est le transfert de l'article 27. Et dans cet article 27, on y parle de communication audiovisuelle, mais aussi d'enseignement supérieur et d'administration et de contrôle de l'égalité des collectivités publiques. Alors, faut-il que ce transfert-là, cet article 27, soit transféré avant 2018 ou bien après. Quel est votre avis, Monsieur Piolet ? Non, nous, et François Fillon lui-même est tout à fait contre le transfert de l'article 27 pour plusieurs raisons. Sur l'audiovisuel, je crois qu'il n'y a vraiment aucun intérêt, si ce n'est d'avoir un coût exorbitant pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, bien évidemment que nous y sommes opposés. Sur l'université, je rappelle que si on transfère l'article 27, l'université de Nouvelle-Calédonie... L'enseignement supérieur ? L'enseignement supérieur, merci. L'université deviendra un centre de formation sans le volet recherche. Quel est l'intérêt là aussi ? Et étant entendu qu'elle n'aura pas forcément le même niveau. D'accord. Et sur les communes, on revient un petit peu sur le gel du corps électoral, puisqu'il s'applique aussi aux élections municipales. Monsieur Louis, que dit Monsieur Macron là-dessus ? Donc c'est effectivement, en ce qui concerne ce transfert de compétences, Emmanuel Macron ne souhaite pas les transférer. En ce qui concerne principalement effectivement l'enseignement supérieur, le contrôle de tout ce qui est commune, pour le moment, non, il ne transférera pas. Et Madame Balmédy ? Eh bien, Marine Le Pen pense que l'article 27 est le dernier rempart contre l'indépendance. Donc, évidemment, elle est contre son transfert. Pourquoi ? Parce que... Qu'est-ce qui, à l'intérieur de ce transfert, dérange Marine Le Pen ? C'est la fin du contrôle de l'égalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, du régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, et surtout aussi par rapport à l'administration des communes qui pourrait revenir à la Nouvelle-Calédonie. Si cela se fait, il y aura une extension du gel du corps électoral aux élections municipales. Monsieur Hanoc. Bien, si le Congrès n'a pas souhaité le transfert de l'article 27, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Alors, succinctement, que deviendrait la dotation globale de fonctionnement aux communes ? Quelle serait la composition du corps électoral pour les élections municipales ? Que deviendra l'université de Nouvelle-Calédonie ? La Calédonie a-t-elle les moyens d'assumer le fonctionnement de son université ? Enfin, au niveau de la communication audiovisuelle, que deviendra celle de la chaîne publique et celle des autres secteurs ? Je pense à la communication concernant la défense, les renseignements. Donc, pour synthétiser, non, l'article 27 n'a Monsieur pas... Pagan, et après Monsieur Lhermitte. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir quel est le caractère obligatoire ou non de cet article. C'est un article optionnel. Oui. Le transfert est optionnel. Il est optionnel selon la loi organique, mais est-ce qu'il n'est pas obligatoire selon l'accord de Nouméa ? Donc, c'est pas trop mon domaine de... Mais je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas obligé quand même face à cela? Votre réflexion amène une réaction de M. Jourdain rapidement pour laisser la parole à M. Lhermitte après. Je pense qu'on a eu les experts saison 1 et 2, on a eu de nombreux experts qui sont venus régler ce problème, enfin éclairer ce problème en Nouvelle-Calédonie, qui sont des experts que tout le monde connaît bien. C'est clair que ce transfert est optionnel. Par contre, bien entendu, si le référendum nous amenait à une indépendance, il est bien évident que ce transfert irait de soi. Maintenant, dans l'hypothèse où on ne va pas à l'indépendance comme tout le monde le pense un petit peu, il n'y a pas forcément lieu de transférer. Donc nous, notre avis, c'est de dire, faut quand même demander aux Calédoniens ce qu'ils en pensent et est-ce qu'ils sont d'accord, par exemple, pour récupérer le contrôle de la légalité. Donc une consultation des Calédoniens. Donc la consultation des Calédoniens. Monsieur Lhermitte, nous répond sur cette question. Nous, ce qu'on pense, c'est que d'ici là, si Jean-Luc Mélenchon est président, la 6e République sera mise en place et c'est planifié en fait. Il a déjà prévu les dates vers le mois de janvier, donc 2018. L'Assemblée constituante qui doit écrire une nouvelle constitution
dans laquelle le peuple français serait représenté, par exemple en tirant au sort sur des volontaires, je pense que des Calédoniens pourraient intervenir exactement de la même façon que s'est construit ce programme, c'est-à-dire de façon collaborative. Et donc, cette nouvelle constitution devra prendre en compte cette problématique et y répondre. Dernier volet de la... Oui, une réaction Oui, rapide. je voudrais simplement dire, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, qu'on ne peut pas priver nos jeunes de la chance de pouvoir briguer, enfin de pouvoir poursuivre des études à l'international grâce à leur diplôme national. Et ça accentuera les inégalités. Hein, donc, voilà. Alors, rapidement, oui, parce que là, on a un professeur... On a transféré l'enseignement secondaire. Ça a été une peur qui a été agitée toujours par les mêmes. Les diplômes restent de niveau national et sont garantis par l'État. Il est hors de question, bien entendu, de dévaloriser ces diplômes. Personne ne le souhaite. Oui, et puis de toute façon, ce n'est pas encore d'actualité. C'est certainement à l'étude auprès de la présidence, on en saura plus. Mais de toute façon, il est hors de question que le niveau baisse au niveau de l'université. Alors, on en vient au dernier volet sur l'avenir institutionnel, qui est une question importante. C'est le libellé de la question de la consultation référendaire qui va avoir lieu dans un an, un peu plus d'un an. Qu'est-ce que vous souhaitez comme question? Vos candidats ont-ils réfléchi au libellé de cette question et que propose-t-il? Une question binaire, oui, non, ou bien des questions avec des adaptations, une association de la République, des compétences associées? Monsieur Louis, là-dessus. Donc c'est vrai qu'au sein du mouvement, on a eu un débat en ce qui concerne cette question. Fallait-il la revoir ou pas? Mais finalement, je pense que la question sera une question binaire. Donc ça sera avec une réponse oui ou non à la pleine souveraineté. Souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie soit indépendance? Oui ou non, c'est ça? Oui, ou accède à la pleine souveraineté. Quelque chose de ce type-là. Monsieur Jourdain? Je crois que ce qui est important, c'est qu'est-ce qui sera proposé derrière. Donc oui, la question sera binaire par nature. Il y a une pleine souveraineté, c'est l'accession à la pleine souveraineté, c'est le résultat de la négociation de l'accord de Nouméa. On n'échappera pas à une question binaire. La question surtout, c'est qu'est-ce qu'on aura expliqué aux Calédoniens, qu'est-ce qu'on aura proposé comme statut ensuite. Monsieur Piolet. Non, comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, la consultation n'a pas été préparée à aujourd'hui. Donc nous et François Fillon proposons encore une fois la tenue d'états généraux pour faire en sorte de ne pas arriver au couperet du référendum pour le oui ou pour le non. Donc je crois qu'il faut le préparer en avance. Nous avons suffisamment de temps pour arriver sur ce référendum pour pouvoir proposer un avenir apaisé. Donc vous nous dites quoi là? Vous nous dites que vous voulez arriver le plus tard possible au référendum? On dit que nous allons aller au référendum. 2018, c'est prévu, encore une fois. Sauf que nous, ce que nous demandons, c'est que ce ne soit pas un référendum couperet. Donc travaillons-le en amont pour faire en sorte de poser la question aux Calédoniens qui reviendra au oui ou au non. Mais avec un programme, encore une fois, construit pour la Sur cette question, monsieur Lermite? Vous voyez, ça fait maintenant 20 minutes qu'on a commencé. On parle toujours de ce problématique de l'institution. Et je crois que ce qui touche les Calédoniens, et on le voit quand on va tracter dans la rue, hein, c'est la question de l'emploi, des questions concrètes. Il y a 60 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté, alors qu'on est dans un pays où le PIB est comparable à l'Australie. Mais un pays, ça s'organise avec des lois, avec des règles et des règlements. Donc on est obligé de parler de la vie institutionnelle. Voilà. On est obligé. Oui, et justement, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens s'impliquent dans l'organisation du pays. Donc, en mettant en place cette 6e République, ils auraient leur mot à dire. D'accord. Alors, rapidement, M. Pagan, M. Hanoc et Mme Balméli, sur cette question du libellé de la question. Un libellé binaire, mais pas sur l'accès ou non à l'indépendance, plutôt si on veut conserver ou non une autonomie. M. Hanoc. C'est une question toute simple, avec réponse oui ou non. Êtes-vous d'accord ou non pour l'accession de la Calédonie à la pleine souveraineté? Et Mme Balméli? Alors, la question, elle est inscrite dans l'article 5 de l'accord de Nouméa, et elle est déjà libellée, en fait. Hein. Et c'est vrai qu'on peut la simplifier. Effectivement, oui ou non pour l'indépendance, voilà. Pour que les gens sachent exactement ce qu'ils ont à décider. Donc en fait, si on synthétise, vous êtes tous d'accord pour aller au référendum et vous voulez tous qu'on pose une question, oui ou non, on reste dans la République française ou on accède à l'indépendance et une réponse par oui ou par non. Avec la nuance quand même que mon camarade d'en face nous explique qu'il faut organiser des états généraux. On a vu sur votre graphique pendant le sujet que les transferts de compétences ont été bloqués pendant plus de 10 ans.
par les gens qui étaient au pouvoir, et donc les Républicains, après avoir bloqué tout le système pendant 10 ans, nous expliquent maintenant qu'il faut faire des États généraux. Bloquer le système, qui est quand même monsieur du plus Pivet. haut comique. Mais Vous réagissez ? voilà, et qu'on est bien sûr beaucoup trop tard. Bien sûr, j'entends ce que dit M. Jourda, mais nous, aujourd'hui, bien évidemment, aujourd'hui, les Républicains ont évolué grâce, il faut le rappeler, grâce à des Grâce gens à nous, comme, merci. non, comme Pierre Froger, comme Bernard Deladrière, qui est notre candidat sur les législatives. Mais là, on n'est pas aux législatives, on parle de la présidentielle. Je suis d'accord, excusez-moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Pas de promotion insidieuse dans le débat. Ce que je veux dire par là, que les Républicains en Nouvelle-Calédonie, et notamment le Rassemblement, se battent depuis maintenant une dizaine d'années pour faire comprendre à nos politiques métropolitains qu'il faut évoluer sur cette question. Très bien. On passe à un autre dossier qui est très important et qui est au cœur des Calédoniens, c'est la sécurité. On en a parlé dans le reportage. Que souhaitez-vous, notamment, concrètement, il y a des problèmes, on le sait tous, des problèmes dans des lieux du territoire où on circule mal. J'ai pas besoin de citer, tout le monde a compris. Il y a des problèmes de drogue, il y a des problèmes d'alcool. Comment est-ce que vos candidats vont gérer ce problème pour la Calédonie, Monsieur l'Hermite ? Que dit Monsieur Mélenchon sur cette question ? Nous, on pense que tous ces problèmes-là sont liés à une forme de non-répartition de la richesse. Et donc, on travaillerait à ce qu'il y ait une meilleure répartition des revenus et de la richesse. Madame Balmelli. Alors, les causes sont multiples, bien évidemment. Il y a des inégalités sociales, il y a des comportements addictifs, alcoolisme et cannabis liés. Mais vous vous souvenez qu'on nous disait, il y a pas si longtemps que ça, que nous avions qu'un simple sentiment d'insécurité, que nous ressentions un vague sentiment d'insécurité. Or, chaque jour, nous avons des faits divers nouveaux qui sont assez révoltants, avec une violence inadmissible, des lynchages de jeunes, notamment à la sortie des collèges. Ceci est inadmissible. Et quelles sont vos solutions ? Et donc la sécurité est la première des libertés. Non, mais quelles sont vos solutions ? Nos solutions. Pour Marine Le Pen. Voilà. En Nouvelle-Calédonie, nous avons les moyens. Ce qui manque, ce sont les ordres. Donc Marine Le Pen s'engage à rétablir l'ordre public, à donner les ordres les ordres adéquats, afin qu'il n'y ait plus de zones de non-droit, en demandant aux parents, en demandant aux responsables coutumiers de faire pression pour livrer les délinquants, parce que la violence ne peut être un moyen de régler les différents politiques. Très bien, Monsieur Louis. Nous pensons aussi, que c'est aussi lié à la politisation. Très bien, Monsieur Louis. Parmi les 6 piliers du programme d'Emmanuel Macron, il y a la sécurité. Donc la sécurité est un point effectivement primordial dans le programme d'Emmanuel Macron. La sécurité, on la rencontre en métropole et dans les autres pays d'outre-mer. Donc ça fait partie vraiment d'une priorité du futur président de la République. Donc dans son programme, il y aura l'ouverture et la création de nouvelles écoles de police et gendarmerie qui avaient été fermées. Donc il va remettre ça en place. Il va former de nouveaux policiers, de nouveaux gendarmes. Il y a 10 000 policiers et gendarmes qui vont être recrutés. La police de proximité, c'est quelque chose de très important, qui, pareil, avait été supprimée il y a quelques années. Il veut la remettre en place. Et toutes ces mesures seront effectivement transposées aussi dans tous les pays d'outre-mer. Monsieur Jourda pour Benoît Hamon. Alors, la sécurité, c'est un point fondamental. C'est effectivement pas de liberté sans sécurité. Alors, déjà, effectivement, au niveau de la répression, un effort a été fait. Et on le sait, il y a 53 personnels qui sont arrivés, il y a des escadrons de gendarmerie qui sont arrivés, on a un essai de sécurisation des routes dont vous parlez. Ça n'est pas suffisant, mais au moins, c'est sans commune mesure avec ce qui s'était passé sous le quinquennat Sarkozy, déjà. Deuxièmement, la prévention est importante. Le GSAMA a fait ses preuves en prévention et dans le programme de Benoît Hamon, il est prévu une extension. Donc, si je vous entends, tout va bien. Il ne faut rien faire de plus. Tout va pas bien. J'ai dit qu'il fallait faire de la répression. Voilà. Que veut M. Benoît Hamon concrètement ? Continuer cette répression et effectivement augmenter les moyens. La prévention est importante parce que sans prévention, on n'en sortira pas. Ce n'est pas en fabriquant des nouveaux délinquants qu'on va s'en sortir. Le RSMA est un système qui a très bien marché, qui fait ses preuves. Il est prévu de l'étendre dans tout l'outre-mer et donc ici aussi. Et puis, il y a une espèce d'économie parallèle qui est entretenue par le cannabis. Et dans le programme de Benoît Hamon, il y a cette mesure un petit peu
iconoclaste qui est de dire légalisons, parce qu'effectivement, lorsqu'on légalise le cannabis, on diminue la consommation et non pas l'inverse. Ça a été prouvé dans de multiples pays. Et ça permet d'assécher une économie parallèle qui, évidemment, est criminogène. Réaction, M. Pioli, à la Oui, tout à fait. légalisation du cannabis? Non, absolument pas d'accord là-dessus. Je crois que la première des choses, c'est la restauration de l'autorité de l'État en Nouvelle-Calédonie pour assurer la sécurité de nous tous en Nouvelle-Calédonie. François Fillon s'est clairement positionné là-dessus. Il a proposé de nommer un préfet de police délégué pour diriger l'action des polices et des gendarmeries, bien évidemment sous l'autorité du commissaire, parce que le commissaire sur l'année 2018 aura fort à faire, je pense. Il s'est clairement positionné aussi sur l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Je crois que c'est un axe très important. C'est le rétablissement des peines planchers. C'est, en ce qui concerne la Calédonie, la construction rapide du centre pénitentiaire à Koné. Et sur les centres éducatifs fermés, vous êtes d'accord ou pas? Oui, clairement, oui. Oui, il faut y aller. Et je rejoins un petit peu M. Jordan sur le RSMA, qui est un très bon outil de prévention. Et François Fillon s'est clairement aussi positionné pour l'augmenter de 50% sur les années à venir. Donc, Alors, oui, nous, on n'est pas du tout d'accord pour mettre les gens en prison. C'est pas du tout adapté en plus ici, en Polynésie, Nouvelle-Calédonie. C'est pas dans la culture océanienne comme sanction. Donc ça, c'est complètement aberrant de mettre les gens en prison. Il faut davantage de prévention, il faut des éducateurs qui soient dans les quartiers. Il faut beaucoup plus d'enseignants. Donc la politique carcérale et pénale, pour M. Mélenchon, on ne change rien? C'est-à-dire on adoucit ou on raffermit? Non, c'est pas là qu'on va mettre la priorité, non. Là où on va mettre la priorité, c'est pour la délinquance en col blanc. Vous voyez, celle qui détourne des millions de francs, qui permettrait justement d'apporter de l'argent pour financer ces enseignants et ces éducateurs. Et si les gens prennent des drogues, c'est qu'ils sont malades, ils ne sont pas heureux. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le cannabis, il y a tout un volet très bien étudié dans le programme. Moi, j'invite vraiment les gens à y aller. Il y a tous les anxiolytiques, il y a l'alcool qui pose énormément de problèmes. Et ces problématiques doivent être gérées en apportant du bonheur aux gens. Donc pour la sécurité, Monsieur Pagan, pour Nicolas Dupont-Aignan, qu'est-ce que vous dites sur la sécurité et pour la Calédonie en particulier? En tout cas, halte au laxisme déjà, donc rétablir l'ordre, mais vraiment le rétablir. On ne va pas faire de distinction entre les délinquants en col blanc et les délinquants en col blanc. Je veux dire, oui, sauf que les délinquants en col blanc, ils ne sont pas au camp Est. Voilà. Je suis d'accord. Ils vont peut-être jamais au camp Est, mais là, par contre, les services concernés font leur travail quand même sur ce type de délinquance. Oui, mais quand on a les moyens, on peut se permettre d'avoir des avocats et de reporter la justice. Elle manque de moyens. Il faut absolument apporter de l'argent dans la justice. Ceci dit, c'est un volet très important de Nicolas Dupont-Aignan. La délinquance en col blanc, le détournement d'argent, etc. Il a quand même fait un rapport à ce sujet avec un député communiste, si mes souvenirs sont bons. Et vraiment, c'est sur quoi il va s'attacher aussi. Monsieur Hanoc, est-ce qu'il y a des convergences à trouver entre le droit public et le droit coutumier dans ces questions de sécurité? C'est justement tout le problème de notre pays, c'est-à-dire que l'État se doit de faire respecter la loi et d'assurer la sécurité de tous les citoyens, mais il doit aussi composer avec le droit coutumier. Si c'était si simple que ça, je pense qu'on aurait trouvé la solution. Alors, sur les pistes que propose M. Asselineau, il pense aussi, lui, que s'il y avait une meilleure répartition des richesses, les petits délinquants seraient peut-être moins enclins à Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous entendez par meilleure répartition des richesses? C'est-à-dire réformer le salariat? Qu'est-ce que vous entendez par cela? C'est pas forcément de réformer le salariat, mais on voit qu'il y a quand même sur notre territoire un nombre un peu important de Porsche Cayenne et qu'il y a beaucoup de petits jeunes qui n'ont pas les moyens d'eux. Voilà. Alors, si je peux reprendre encore quelques secondes. Pour me faire l'avocat du diable, les gens qui parfois achètent des grosses voitures travaillent. Oui, d'autres ne travaillent pas et ne peuvent pas acheter de grosses voitures. D'accord. C'est une lapalissade, mais c'est vrai. Alors, un élément, et là je vais parler d'un sujet que j'ai bien connu en tant qu'ancien enseignant. Dans les écoles prioritaires, d'où malheureusement viennent souvent ces petits jeunes, le corps enseignant fait un travail remarquable. Et eh bien, ce qui manque, c'est l'accompagnement de ces enfants. Quand ils rentrent chez eux, ils posent le cartable derrière la porte et si
il y avait un accueil cartable à la maison dans ces milieux familiaux qui ont perdu un peu de repères. On peut penser que ces jeunes auraient une meilleure réussite, ils auraient plus de chances de pouvoir trouver du travail et d'être un peu moins délinquants. J'ajouterai une dernière chose, c'est qu'on parle sécurité, délinquance. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle sécurité sur la route. Et que si M. Asselineau est président de la République, il donnera l'autorité politique pour que ceci soit traité, que les forces de gendarmerie aient les moyens pour contrôler la vitesse, l'alcoolémie, les choses illicites, les véhicules, pour qu'enfin cesse cette hécatombe. Réaction de M. Louis ? Non, je voulais juste dire qu'en ce qui concerne les prisons, je ne suis pas trop d'accord pour dire qu'il faut laisser les gens à l'extérieur. Donc, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a quand même la construction de 15 000 places de prison. Après, il ne faut pas que ces prisons, effectivement, soient un lieu de radicalisation. Mais en tout cas, il ne faut pas laisser, en revanche, les délinquants dans la nature. Alors, vous avez parlé tous des inégalités, on va dire, sociales, hein, en termes d'argent. Cela nous amène tout de suite à parler d'économie. Dans l'économie, on a entendu dans le reportage parler de nickel. La conjoncture, vous le savez tous, a été assez perturbée avec des cours de nickel qui ont été, on va dire, un petit peu dans les turbulences. Que souhaitez-vous sur ce dossier ? Il y a 3 usines sur ce territoire. Est-ce que vous voulez une synergie entre les 3 usines ? Est-ce que vous voulez plus d'exportation de minerais, moins d'exportation de minerais, plus d'entreprises offshore, moins d'entreprises offshore ? Vos candidats ont-ils réfléchi à ce dossier ? Monsieur Jorda, pour Benoît Hamon. Benoît Hamon porte quand même le bilan du quinquennat. Donc on a quand même sauvé les 3 usines là durant ce quinquennat. Donc on ne peut que remercier l'État dans ce cas-là. On attend désespérément la mise en place d'un fonds souverain. Le comité d'experts qui a été réuni l'a de nouveau conseillé, et je pense que ça, c'est quelque chose à faire, même si c'est aux Calédoniens de le faire. Et c'est un peu notre position, c'est de dire, OK, il y a 3 usines, il faut absolument qu'il y ait une stratégie pays pour ces 3 usines, sinon nous n'en sortirons jamais. Hein. Mais ça, si j'ose dire, c'est presque un problème calédonien. L'État sera là, c'est certain, et il a toujours été là, pour aider les 3 usines. Monsieur Louis, pour Emmanuel Macron, qui, on le sait, était à Bercy au moment où les choses ont été décidées pour le nickel en Calédonie. Donc tout à fait. Dans le précédent gouvernement, Emmanuel Macron a participé plus qu'activement à ce dossier-là. Il le connaît par cœur, donc il connaît la Calédonie aussi par le biais du nickel. Il continuera à accompagner le nickel, effectivement, mais avec vraiment une vision à long terme. Ce ne sont pas des mesures à court terme qu'il va falloir entreprendre, ce sont vraiment des mesures à long terme sur cette ressource qui est importante pour la Calédonie. Et quelles mesures concrètement voulez-vous qu'il apporte quand vous dites des mesures? Lesquelles, à quoi pensez-vous? Alors c'est plus une réflexion sur, comme je vous dis, sur du long terme. Les mesures précises, franchement, je ne pourrais pas vous les donner parce qu'il connaît beaucoup mieux le dossier que nous. Mais en revanche, c'est vraiment un dossier qu'il porte et qu'il portera, qu'il continuera à porter. Monsieur Piolet pour les Républicains. Oui, je rappelle que François Fillon connaît bien aussi la Calédonie et le dossier nickel, hein, pour avoir présidé 5 fois le comité des signataires. Donc il montait les drapeaux. Mais on y viendra, il y a des questions là-dessus. Après, voilà. Je crois qu'il faut sécuriser à court terme, bien évidemment, les 3 opérateurs miniers et avoir une synergie, bien évidemment. Il faut définir une stratégie industrielle en Nouvelle-Calédonie en consultant l'ensemble des opérateurs. Je crois qu'il n'y a pas que les usines, il y a aussi les petits porteurs, il y a aussi les sous-traitants, d'accord, et il y a aussi les rouleurs. Donc tous ces gens-là, il ne faut pas les oublier, il faut avoir vraiment une stratégie d'ensemble. Monsieur Pagan pour Nicolas Dupont-Aignan. Mis à part, continuer le soutien de l'État à l'exploitation minière. Je n'ai pas trop personnellement d'idées là-dessus parce que je regrette quand même que toute l'économie locale se repose uniquement sur le nickel. Et c'est quand même dommageable parce qu'on voit, ça fait 4 ans qu'on est dans un état pareil, qu'on est avec une croissance de 1,3, ou un petit peu plus peut-être, qui est soutenue que par la consommation des ménages. Ça ne peut plus tenir. Donc en gros, il faut évoluer vers changer notre voie ou améliorer notre voie économique et multiplier les secteurs d'activité. Donc vous parlez d'une relance économique, on va y venir. Monsieur Hanoc pour le nickel. Écoutez, Monsieur Asselineau, qui connaît bien la Calédonie, puisqu'il y a en 87 fait une mission pendant plus de 3 mois, sera très attentif au bon fonctionnement des 3 usines du territoire. Et en particulier de la SLN, puisqu'elle appartient au groupe Ramet, dans lequel l'État est actionnaire. Pour M. Asselineau, l'outre-mer fait partie intégrante de la République.
Et à ce titre, il n'abandonnera donc pas la Calédonie et ne bradera pas son premier atout économique qu'est le nickel. Vous avez passé la question sur les exportations. Il pense